Οι μέλισσες ζουν στη γη εδώ και 100 εκατομμύρια χρόνια. Περισσότερα από 20.000 είδη γονιμοποιούν δάση, χωράφια και περιβόλια. Σήμερα είναι είδος προς εξαφάνιση. Οι μελισσοκόμοι σε όλο τον κόσμο προειδοποιούν για την απώλεια των αποικιών τους. Τι είναι όμως αυτό που αποδεκατίζει τις μέλισσες? Μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την εξαφάνιση ή οδεύουμε προς ένα κόσμο χωρίς μέλισσες? Voilà, en bas, juste derrière, là, après on passe sur l'autre côté. Oui, bon. On est des apiculteurs transhumants, c'est-à-dire que nos ruches sont déplacées avec des camions en fonction des floraisons. Tout simplement pour partager les chances de récolte. Quand j'ai commencé l'apiculture avec mon père, on arrivait à vivre avec 200 ruches. Et on vivait, on investissait. Mon père a fait sa maison, il arrivait à vivre. Aujourd'hui, on a 1000 ruches. Il nous faut augmenter tout le temps le cheptel pour avoir le même tonnage produit. Je me souviens quand j'ai démarré l'apiculture ou quand je travaillais avec mon père, quand on ramassait, 2, 3, 4% de pertes, c'était ce qu'on avait. On avait des ruches des non-valeurs, mais mortes comme on a aujourd'hui à 35%, ça n'existait pas. Quand on arrive sur un rucher, que vous trouvez 100 ruches mortes, je peux vous dire que c'est triste et c'est difficile à supporter. Ça m'est arrivé et c'est très très compliqué. Τα τελευταία 20 χρόνια, οι Γάλλοι μελισσοκόμοι παρατηρούν σημαντικές απώλειες στις αποικίες των μελισσών. Αυτό όμως δεν σταματά στη Γαλλία. Στα δάση της Ασίας, οι πληθυσμοί της άγριας μέλισσας Apis dorsata επίσης μειώνονται. Η Apis dorsata είναι μια άγρια μεταναστευτική μέλισσα που φτιάχνει τη φωλιά της στην ύπαιθρο. Οι κυνηγοί μελιού, για να προσελκύσουν μια βασίλισσα και την αποικία της, στείνουν στο δάσος κλαδιά δέντρων επικαλυμμένα με κερί. Του μισθάν. Ο τεκάρι διέτ. Ο νέο γέννη.
ខ្ញុំខ្ញុំដែលមិនទាន់ចុះខ្សោយមកនេះតាមនេះខ្ញុំអូយកដែរអស់ទេតាមវាអស់ឈើអស់ព្រៃផងចេះទៅឈូសឆាយទៅក្រុមហ៊ុនវាលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទៅក្រុមហ៊ុនឈូសឆាយតាមទលងទៅខ្ញុំព្រួយអារឿងអត់ព្រួយដាក់បង្កងទេនេះអត់ព្រួយថាមានព្រួយដាក់បង្កងខ្ញុំដាក់បង្កងដូចតែពីឆ្នាំមុនដែលមិនទាន់អស់ឡើយបង្កងខ្ញុំមិនได้យកអស់ទេទុំអូខ្ញុំទុំច្រើនណាស់អត់ព្រៃក៏ដូចថាមានព្រៃមានសត្វមានទឹកមានត្រីអានេះយ៉ាឯងមានព្រៃគឺមានឃ្មុំតែសត្វនីវយ៉ាចូលចិត្តតែផ្កានោះតែអត់ផ្កាក៏វាមានគេមកូនចៅវារស់ដែរΣτη Νότια Αμερική, οι μελισσοκόμοι εργάζονται κυρίως με την αφρικανοποιημένη μέλισσα. Αποτέλεσμα διασταύρωσης της ευρωπαϊκής μέλισσας Apis mellifera και μιας αφρικανικής που είναι πιο ανθεκτική σε ασθένειες και παράσιτα. Suficiente, ¿no será? Suficiente. Suficiente. Pásame la tijera, ya está. No, allá encima de un caballete. Pone los marcos. Esta colmena, miren, va a empezar de cero, ¿no? Apicultores en sí hemos sido desde niños, porque mi padre ya tuvo un par de colmenas. El año anterior aquí se me murieron 50 colmenas, porque aquí al lado a 100 metros y acá a 200 metros siembran tomate de árbol, que es un cultivo que requiere de muchos agroquímicos. Entonces las abejitas, cuando no tienen floración que no sea la de este cultivo, obligadamente tienen que ir allá. Entonces sí, se murieron por pesticidas. Es por eso que para evitar eso estamos buscando zonas donde no se haga agricultura. Es la única forma de evitar la muerte de nuestras abejas. Este es un lugar donde hace más de 300 años no se cortan los árboles y hay mucha variabilidad de especies que ya no hay en otros lugares. Hemos recorrido casi 300 kilómetros de los lugares que habitualmente hacíamos porque la frontera agrícola no permitía agricultura por los químicos. Hemos perdido demasiadas colmenas. A mí me tocó perder 40 en una vez y por eso decidimos retirarnos de todas las áreas de producción agrícola. Y aquí tenemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 7 marcos con mucha cría. ¿Ves? Esa es la ventaja de esta abeja que, como es muy sana, no tiene absolutamente ningún control químico de nada, pero tiene una buena postura. Y eso se nota cuando es muy parejo lo que pone la reina, ¿no?
es muy difícil hacer apicultura, ¿no? Si uno lo hace solo con un afán de ganar dinero, no es posible. Cada vez más zonas completas de extensiones muy grandes son de dominio de empresarios que compran las tierras y que utilizan solamente técnicas de producción extensiva con uso de químicos muy fuertes que es imposible estar cerca. Les abeilles domestiques sont en déclin grave depuis plus de 25 ans. Et les scientifiques se sont intéressés à ces dépopulations d'abeilles, d'abord en France, en Europe et dans le monde entier. Et ce qu'il ressort vraiment de cette communauté scientifique, et là il y a un consensus, c'est que ce sont les pesticides, et notamment les insecticides, qui affaiblissent les abeilles, de sorte qu'ensuite elles sont plus susceptibles d'attraper des maladies, ou elles sont plus sensibles à leurs parasites. Et là-dessus, vous avez des espèces invasives telles que le frelon asiatique ou le varroa destructeur, qui est le parasite de l'abeille, et des maladies qui se déclarent parce que l'homme a mis une pression trop forte sur ce système des pollinisateurs en général et des abeilles en particulier. Η οικογένεια των φυτοφαρμάκων περιλαμβάνει μυκητοκτόνα, ζυζανιοκτόνα και εντομοκτόνα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η αγροχημική βιομηχανία δημιουργεί μια νέα οικογένεια εντομοκτώνων, τα νεονικοκοτινοειδή. Ημιδακλοπρίδι, θιαμεθοξάμι, κλωθιανιδίνη χρησιμοποιούνται στην επικάλυψη σπόρων. Θα μείνουν στο φυτό καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Αυτά τα μόρια βρίσκονται στη γύρι και το νέκταρ των λουλουδιών και θα αφήσουν κατάλοιπα που θα μολύνουν το έδαφος και μελλοντικά φυτά για πολλά χρόνια. Voilà les semences enrobées. Hein. Donc ça, c'est des semences de maïs enrobées avec de l'imidaclopride. Et puis là, ce sont des semences de tournesol, ici, couleur bleue, enrobées. Voilà. Ouais, c'est clair, hein. Ces insecticides, j'aurais tendance à tirer mon chapeau aux chimistes qui les ont mis au point. Ce sont les insecticides les plus puissants qu'on ait jamais mis sur le marché. Quand je suis rentré sur le sujet, donc à la fin des années 90, on m'a expliqué qu'il y avait une interrogation scientifique. Donc j'ai étudié un peu ces molécules, et moi, étant spécialiste des neurotoxiques, quand j'ai vu ces molécules qui étaient mises sur le marché à des quantités phénoménales en agriculture, j'étais très étonné. Je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas mettre des molécules comme ça dans la nature. Ces molécules, elles agissent sur tout le vivant. Plus sur les insectes, parce qu'elles ont été construites pour être insecticides, mais il ne faut pas croire qu'elles n'aient pas d'action sur les autres organismes vivants, même l'homme. Donc, vous avez des super toxiques qui sont utilisés massivement sur la planète. Ben, c'est pas étonnant qu'ils aient des effets délétères sur la biodiversité. Allô? Il y a encore quelqu'un chez Bayer pour nous faire du poison? On est venu acheter du poison! Je voudrais tuer les abeilles de mon voisin! Allô? Ah, ils ont raccroché. Allô? Ah, c'était peut-être un peu agressif pour eux. C'est moins agressif que le néocote. Ouais. Si vous voulez qu'on vous rappelle ou quoi que ce soit, parce que moi c'est pas... Oui, vous pouvez nous rappeler le jour où vous arrêtez les néocotinoïdes. C'est pas mon domaine. Ah bon? Ouais, moi je travaille dans les semences et Ben oui, justement. C'est bien lié aux semences quand même. c'est pour la protection des cultures. Ben, les cultures, ce sont des semences, non? On ne peut pas jouer avec les mots. De compétences. Oui, ben, peut-être, c'est pas votre domaine de compétences, mais c'est votre boîte. Oui. Non, mais ils peuvent À travailler sur Crèbes, il y avait bien Monsanto, des OGM enrobés aux néonicotinoïdes alors que c'était interdit avec du poncho. Oui. Donc à Monsanto, on voit qu'il y a dessous. D'un temps, avant que j'arrive ici. Avant, on perdait quasiment pas de ruches, très peu. On perdait 5% par an à peu près de notre cheptel. Et aujourd'hui, on perd 35 à 40% au niveau national. Et dans notre région, on est entre 40 et 60% en fonction des années, avec des fois des pics à 80%.
On voit souvent les pertes de nos abeilles, notamment quand on va polliniser des cultures, ou qu'on va sur des grandes cultures comme le tournesol, le colza, ou qu'il y a des traitements sur des cultures annexes, comme le blé ou la betterave. Et par exemple, en 2002, en ce qui me concerne, dans notre famille, on a perdu l'ensemble de notre cheptel en 3 mois. Toutes les ruches ont été tuées et l'insecticide mis en cause à l'époque était le fipronil, un insecticide proche des néonicotinoïdes. Η Γαλλία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής φυτοφαρμάκων στην Ευρώπη και κατέχει την 7η θέση στον κόσμο. Αν και το φιπρονίλ είναι πια απαγορευμένο εδώ, πολλά φάρμακα ύποπτα που σκοτώνουν τις μέλισσες εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην αγορά. Nous, on avait des pesticides utilisés en arrobage de semences, donc il y avait, qui étaient beaucoup décriés par les apiculteurs, enfin, par certains apiculteurs. Du coup, nous, on s'est intéressé à l'apiculture et au monde apicole de ce fait-là, en fait. On a mis en place une balance qui est une balance connectée et qui permet de surveiller l'activité des abeilles et de pouvoir notamment bien prendre en compte leurs horaires de sortie et de rentrée dans le rucher pour pouvoir, s'il y a besoin donc, de faire une intervention phytosanitaire, éviter les périodes où les abeilles sont sorties, notamment quand il y a des cultures en fleurs, pour ne pas traiter en présence d'abeilles, ce qui est absolument interdit ou formellement déconseillé pour beaucoup de produits. Alors d'abord, on ne parle pas de produits phytosanitaires parce qu'il ne s'agit absolument pas de soigner les plantes. On est bien d'accord, hein. Ce sont des pesticides, ils sont là pour tuer des prédateurs, des ravageurs. Ces mesures-là qui visent à minimiser l'impact des pesticides, ce sont des mesures de gestion. Mais dans le terme minimiser, on ne dit pas que c'est annuler l'impact des pesticides. Hein. On essaye que cet impact soit le moins important possible. Mais en l'occurrence, avec des molécules comme les néonicotinoïdes, de toute façon, vous allez avoir des impacts. Donc vous pouvez protéger d'un côté, mais ça rentrera de l'autre côté. Le problème, c'est quand on dit les néonicotinoïdes, on englobe une famille de produits, mais qui n'ont pas du tout les mêmes évaluations d'impact, entre autres sur les pollinisateurs, de l'un à l'autre. C'est devenu un gros mot en français de parler de pesticides, mais des produits qui aident à maîtriser les maladies, les ravageurs dans les cultures, c'est utile d'abord. Les utiliser mieux et moins, bien sûr, c'est l'objectif qu'il faut viser. Et de là à dire c'est du poison, on n'en veut plus, c'est pas du tout pragmatique et c'est pas réaliste. Μια κουταλιά νεονικοτινοειδή αρκεί για να σκοτώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο μέλισσες. Τι γίνεται όμως με την τοξικότητα των υπολειμμάτων στο περιβάλλον? Επιστήμονες από ένα ερευνητικό Ινστιτούτο που ανήκει στο Υπουργείο Γεωργίας τοποθετούν τσιπ στις μέλισσες για να μελετήσουν τις επιπτώσεις των χαμηλών δόσεων φυτοφαρμάκων. On a pu vraiment commencer à répondre à la question de est-ce que mes abeilles, dans un environnement avec un traitement, rentrent ou ne rentrent pas à la ruche lorsqu'elles sont exposées à des faibles doses de ce traitement. Quand une butineuse rentre à la ruche, en fait, avec ce type de dispositif, elle va passer comme là, à l'intérieur de canaux ici. Le canal va émettre un signal radio et en retour, la puce électronique qui est collée sur le dos de l'abeille va en retour émettre un signal avec son numéro de tag, donc son identification, la date, l'heure de passage, etc. Donc ça nous permet vraiment de suivre chaque individu avec ce type de technologie. On va s'intéresser à des doses qui n'entraînent pas directement la mort des individus, c'est-à-dire que quand on les teste comme ça en cagette sur des individus, on ne va pas avoir spécifiquement de mortalité visible, hein. Mais par contre, quand on va relâcher les individus, eh bien, typiquement, dans certains cas, ça va revenir et dans certains cas, ça ne reviendra pas à la ruche. Ça peut conduire à la mort des individus, parce qu'une abeille qui ne revient pas à la ruche, c'est une abeille qui va mourir. Elle a besoin de sa colonie pour survivre. Du coup, une abeille qui ne revient pas à la ruche va être condamnée, hein, va mourir dans l'environnement. Pour être capable de voir jusqu'à quelle dose ces insecticides avaient des effets délétères sur la santé, et notamment sur la santé d'insectes, nous avons pris l'animal modèle drosophile dont on connaît toute la biologie, qu'on connaît vraiment très bien, c'est le bel animal modèle de laboratoire, et nous avons fait des tests sur ces drosophiles. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une dose qui tuait les drosophiles,
En divisant cette dose par 10, on avait encore des effets importants. En divisant encore par 10, on avait des effets importants. En divisant encore par 10, on avait des effets importants, etc., etc. Et il a fallu diluer la dose par un facteur de 8 millions pour avoir encore les derniers effets, notamment des effets sur la reproduction, sur la fertilité, sur l'accouplement, enfin des effets sur le comportement, et qui mettent en jeu la survie de l'espèce. Et les doses qu'on retrouve dans la nature sont suffisantes pour avoir des effets extrêmement délétères sur toute la biodiversité. Adiós, adiós. ¿Quieres de esto? De esta no le gustó. Muy grande para usted, no, usted es muy gallina, mijita. Entera no se la meta porque se puede ahogar. Mastíquela, eso es. Pues no es que sea apicultora de lleno, pero sí soy conservacionista de las abejas. Yo tengo en mi finca, acá en este predio, tenemos 4 colmenas, pero mi interés no pues, es explotarlas de esa manera comercial, sino tenerlas aquí para que nos ayuden con el tema de la polinización y que haya un refugio donde ellas se puedan sentir más tranquilas y más seguras sin que haya mucho daño. Los muchachos que trabajan con las abejas dicen que yo estoy loca. No conozco ninguna otra mujer acá que le guste, que diga que le gustan las abejas. El café, se fecunda él mismo, pero cuando tenemos abejas en el cultivo, la floración dura más y la polinización, es decir, la producción de fruto es mucho más efectiva, es mucho más alta. Es decir, que es una ganancia para el campesino que haya abejas en su cultivo. Productos de la tierra. En Santuario se ha vuelto muy constante los monocultivos extensivos. Es decir, pocas personas estamos quedando con las fincas pequeñas y unas 2 o 3 personas se están quedando con las fincas muy grandes. Entonces, cuando se van quedando con esas fincas grandes, a ellos les importa poquito lo que pueda pasar aquí porque lo que necesitan es producir en gran escala, pues porque también tienen muchos gastos para cubrir las necesidades de la finca. Entonces, implica que haya que controlar mucho los insectos que están ahí, que uno tiene que tener claro, esos insectos no son plaga realmente, ellos se vuelven plaga porque cuando no tienen nada más que comer, tienen que comer lo que les dejemos. Ellos llegan aquí porque tienen comida de diferentes formas, es decir, aquí hay naranjos, entonces algunos vienen a comer semilla de naranjo, las florecitas de naranjo, algunos llegan a comer del pasto, otros llegarán a comer de la flor del maíz, otros llegarán a comer de la flor del café. Pero si yo quito todo y solamente dejo uno, los insectos van a seguir estando acá y van a tener que comer de ese. Si dejo café solo, pues van a comer solamente de la flor de café. Entonces ahí es donde tenemos los problemas y la mala interpretación de nosotros cuando nos relacionamos con el ecosistema, con la tierra. Y algún día lleguemos a entender que es más fácil ser feliz si tenemos la comida que si tenemos plata. Si las abejas en el país, en el universo, en la tierra desaparecieran, nosotros tendríamos garantizada comida por 3 años, de ahí para adelante no hay nada que hacer y obviamente nosotros sin comida nos tenemos que morir. Y pueden ser los grandes, pueden ser los medianos, pueden ser los pequeños, si no hay abejas nos morimos, igual. Se llama Melipona titania. Pues mira, la defensa de ellas es morder, se posan en la piel y empiezan a morder. Son bravas, muerden.
Esto es vida. Abrir una colmena es abrir un mundo. Estas abejas han sido muy golpeadas por la deforestación y hoy por el uso de agrotóxicos, que es lo que estamos pues como experimentando hoy, que estamos experimentando la mayor pérdida de colmenas. Esta especie tan pequeña, tan frágil como la vemos, pero el trabajo tan importante que hace en la naturaleza. Hay especies de plantas que solo tienen un polinizador y esos polinizadores son las abejas nativas. O las abejas nativas tienen que hacer algunos movimientos, algunas vibraciones dentro de esa flor para poder que la planta las identifique y sepa que es el polinizador correcto. Si llegaran y te tocaran la puerta, ¿cierto? Y tú sabes quién te está tocando la puerta, entonces le abres a esa persona, pero si llega y le toca la puerta y tú no sabes quién es, no abres. Entonces así ocurre esto. Entonces hay una polinización también muy especial que ocurre, que está muy ligada a la parte de las melipones. Es necesario iniciar un proceso de reproducción de las colmenas para que empezar como un sistema de repoblamiento nuevamente, que el bosque lo necesita, porque estas abejas son las que polinizan todo el bosque nativo. Ellas polinizan el 90% de la vegetación de nuestros bosques. Αυτό το άλλο μοντέλο είναι κάτι που ενδιαφέρει επίσης τους επιστήμονες. Σε ένα υπαίθριο εργαστήριο 50 τετραγωνικών μέτρων, μια ομάδα του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας εξετάζει την επικονίαση και τις επιπτώσεις της στις γεωργικές παραγωγές. Par exemple, sur une fleur de tournesol, le rendement il est déterminé par le diamètre de la fleur. Après, il y a une deuxième composante qui est particulièrement cruciale et souvent occultée, c'est encore faut-il que cette fleur soit pollinisée pour faire une graine. Si la moitié seulement des fleurs sont pollinisées, ou 100%, évidemment ça change de manière très importante le rendement. Donc là on voit les graines, là, très bien. Elles ne sont pas très grosses d'ailleurs, et puis quand on va vers le centre de la fleur, il n'y a plus de graines en fait. Pourtant il y avait plein de fleurs évidemment, on les voit encore, mais elles n'ont pas été fécondées et pollinisées en fait, et donc elles ne produisent pas de graines là. Dans le cas précis du tournesol, on a été en mesure de démontrer qu'entre une parcelle qui n'a pas d'abeilles et une parcelle qui est très riche en abeilles, l'écart de rendement atteint 40%, ce qui est absolument considérable. On retrouve les mêmes résultats chaque année et on a les mêmes résultats en colza. Et puis dans un deuxième temps, une fois qu'on a montré cette importance des insectes pollinisateurs et notamment des abeilles, comment favoriser la présence des abeilles dans les parcelles, parce qu'il ne suffit pas juste de claquer dans les doigts évidemment pour que les abeilles soient présentes. Et évidemment, et c'est un petit peu intuitif quand même, la présence d'insecticides nuit à l'abondance des pollinisateurs. On montre également que la présence d'herbicides nuit à la présence des abeilles, parce qu'en fait il faut savoir que les abeilles sauvages comme les abeilles domestiques, elles se nourrissent exclusivement des fleurs. C'est pour ça que les herbicides ont un impact aussi tout à fait non négligeable sur la présence des abeilles, parce qu'ils éliminent la flore spontanée et donc ils éliminent les ressources alimentaires pour les abeilles. On est dans une zone où pratiquement 100% de la superficie est en agriculture biologique, et c'est pas sur 2 ou 3 parcelles, c'est sur des centaines d'hectares. Voilà une fleur de tournesol où a priori pratiquement la totalité des petites fleurs ont été pollinisées, puisqu'on voit la boursouflure de la future graine. C'est le cas pratiquement de toutes les fleurs de cette parcelle, ce qui incite à penser que la fréquentation par les pollinisateurs a été beaucoup plus élevée sur cette parcelle. On a été en mesure de comparer en fait ce qu'on peut appeler la solution abeille. J'essaye d'augmenter mes rendements grâce aux abeilles en diminuant les intrants, en augmentant des surfaces non agricoles, par rapport à une situation où j'essaye de maximiser le rendement par l'utilisation de phytopesticides et puis de fertilisation. Donc dans les deux cas,
les rendements peuvent être augmentés de plusieurs dizaines de pourcents, mais dans le cas des abeilles, le gain économique peut aller, par exemple dans le cas du colza, jusqu'à 160 € par hectare, alors que la solution agrochimique ne fait pas gagner d'argent parce qu'évidemment l'augmentation du rendement est obtenue à partir de l'augmentation des charges et donc au final le bénéfice est pratiquement nul. Χωρίς επικονίαση δεν υπάρχει αγροτική παραγωγή. Στους αμυγδαλαιώνες της Καλιφόρνιας οι εκτάσεις είναι τεράστιες. Το 80% της παγκόσμιας παραγωγής αμυγδάλου προέρχεται από εδώ, μια αγορά άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ανάγκη είναι τεράστια. Για να γονιμοποιήσουν τα δέντρα τους οι παραγωγοί, να βλώνουν φορτηγά με κυψέλες από όλη τη χώρα. Η εντατική καλλιέργεια και τα φυτοφάρμακα κάνουν το έδαφος εχθρικό για τις μέλισσες. Κάποιες ομάδες παρακολουθούν τακτικά τις αποικίες, ενισχύονται μάλιστα οικονομικά από τις μεγάλες εταιρείες αγροχημικών. There's about 1 million acres of almonds and bearing acres in California, and that requires about 2 million beehives each year. So that's roughly 2/3 of the U.S. stock of beehives. We're loading back up. Beekeepers that don't come to California to look at their bees, we're not able to look at their whole operation if they have 30,000 colonies, but we sample a subset, and we're always looking for varroa numbers. This beekeeper is based in North Dakota, but goes through Texas, goes through California, goes through North Dakota, all throughout the year. So yeah, right around now, everyone's in almonds. Probably ship some bees down to Texas after this. And when it's warm enough in North Dakota, they'll send bees out there and then repeat, do it all again next year. So here we have 3, 4, 5, 6, 7. 17 mites. That's a higher mite count. Some of the beekeepers that we're going to be sampling in the next few days and the next few weeks out here have experienced 50% mortality. Some have experienced 75% mortality. So that's actually a visit that we have coming up in the next two or 3 days, where a beekeeper lost 3,000 colonies out of 4,000. Within the American bee industry, pollination is a bigger income stream for the beekeepers. So overall, the industry is more dependent on pollination contracts than they are on honey production. I think the biggest driver of the need for pollination is that the growth in pollination-dependent acreage. Certainly worldwide, the growth in pollination-dependent acreage has been faster than the growth in colony numbers. On sait qu'en Europe, il manque plusieurs millions de ruches pour que l'agriculture soit pollinisée au maximum de son taux. Il y a un enjeu stratégique. On évalue la pollinisation à plus de 2 milliards en France. L'apport des abeilles gratuitement à l'agriculture. Mais il est bien plus important si on devait faire la pollinisation à la main. C'est peut-être 10 milliards. Alors oui, il n'y aurait plus de chômage. Ce serait une très bonne mesure pour un ministre de l'Emploi d'annoncer la pollinisation à la main en France. Mais enfin, c'est une folie aberrante. Γη χωρίς μέλισσες υπάρχει ήδη αρκετή σε ορισμένες περιοχές της Κίνας. Στο Σετσουάν, εδώ και 30 χρόνια,
η μονοκαλλιέργεια και η μαζική χρήση φυτοφαρμάκων σε οποροφόρα δέντρα έχει μειώσει δραστικά τους πληθυσμούς των μελισσών και των εντόμων επικονίασης.这个人工授粉呢，大概有20多年、20-30年的时间了。是啊，这个目前的这个蜜蜂太少了，就是必须要使用人工授粉，这样子来这个替代这个就是蜜蜂来授粉的这个方案。啥时候进不了排不？这下山你们收了我，说上走。这个就是水晶红富士嘛。这个人工授粉啊，它就是把一个不同的类型的这个苹果花拿来通过这个就是工具拿来授在另外一个树上，这个操作就是这样的。它就3个月这种。3个月它要打一个就是10月份左右这。你好比我们现在这儿大地村的这个果园，这个果园的话，授粉它可能接近从起初接近要1个月时间。这个果园头呢，它还是要用杀虫剂，不用杀虫剂呢，这个就是果树上的虫子，那就没法把它治到，所以呢，就用一部分杀虫剂呢，对这个蜜蜂的减少呢，也是一个。其中一个原因。因为这底下也。果树农药一打，蜜蜂去采蜜，它去整到农药了回来，就底下就把蜂子就死掉了，蜂子就死了你就发展不起了，就没得蜂子了。这一到这山底下开始打药，果树开花开始打药，你要搬到山上。你这儿一上山去，基本上就是都在无污染的地方，又没得农药，又没得人烟，它就无污染。它蜜蜂产糖质量就好些，你就比在底下就好得多了吧，山上。啊，那个，这个，我说马병水是我好钱，这个。Un monde sans insectes n'existe pas, il n'existera jamais. On aura des problèmes d'alimentation vraiment très sévères. Peut-être on a d'ailleurs déjà les prémices de ça. Et donc à un moment ou à un autre, dans cette courbe qui décline inexorablement, il y aura des problèmes majeurs auxquels on devra faire face. Nous les chercheurs, j'estime qu'on a fait notre job. On a fait la démonstration de ces problèmes-là. Les néonicotinoïdes, voilà, ils ne sont pas bons pour la biodiversité, ils ont des impacts inacceptables, et sur la biodiversité, les abeilles, et tout le reste, et sur la santé humaine. Les apiculteurs, ils ont fait leur job. Ils ont donné l'alerte, ils ont porté le dossier, ils ont défendu les abeilles et les pollinisateurs en général. Bon, il faut que les décideurs prennent leurs responsabilités et qu'ils les prennent vraiment. Η ευαισθητοποίηση είναι παγκόσμια και οι πολιτικοί αγωνίζονται να νομοθετήσουν και να ρυθμίσουν τη χρήση φυτοφαρμάκων. Κάθε χρόνο στον κόσμο χρησιμοποιούνται 4 εκατομμύρια φυτοφάρμακα στη γεωργία. Στην Ευρώπη, μετά από πολλές διαπραγματεύσεις, απαγορεύτηκαν 3 από τα 5 νεονικοτινοειδή το 2018.
Όμως εγκρίνονται ακόμα μερικά πολύ τοξικά προϊόντα. Au sein de l'Union européenne, il y a un seul pays qui avait interdit tous les néonicotinoïdes, c'était la France, qui était vraiment avant-gardiste, qui a un peu fait bouger les lignes au sein de l'Union européenne. Mais malheureusement, récemment, la France a fait marche arrière en réautorisant l'imidaclopride, donc un néonicotinoïde sur betterave. Et il est possible que dans le futur, ça continue. On met en place une petite, et j'insiste bien, une petite dérogation qui sera circonscrite uniquement à la betterave. Je sais que ce n'est pas dans le texte pour l'instant, j'ai lu le texte, vous le savez, mais je suis persuadée que le travail parlementaire saura enrichir considérablement ce texte pour que justement, à la fin, quand on sorte, ce soit bien circonscrit uniquement à la betterave. Mais qui c'est qui demain va demander la même chose? Les maïsiculteurs. Les maïsiculteurs ont le même problème, donc les gens qui disent oui mais nous on fait du maïs, on a besoin d'une néonicotinoïde. Ça veut dire que dans les parcelles qui auraient été traitées, on va retrouver des néos qui vont remonter, soit dans le tournesol, soit dans le sarrasin, soit dans les plantes à fleurs, autres, colza par exemple, et on aura derrière des mortalités de ruches qui recommenceront. Lorsque ces néonicotinoïdes ont été interdits sur le tournesol, on a entendu la profession agricole qui était intéressée par le tournesol crier c'est la mort du tournesol, on n'aura plus d'huile, on n'aura plus rien. Bon, les années se sont passées, les rendements sont les mêmes. On a entendu exactement la même chose pour la culture du colza, les années sont passées, les rendements sont les mêmes. Je ne vois pas pourquoi la betterave sucrière serait si exceptionnelle que ça. Je suis sûr qu'il existe des méthodes alternatives, on a travaillé dessus. Pour la betterave sucrière, comme pour toutes les autres cultures, et à un moment donné, il faut changer le modèle agricole. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que depuis 2013, la Commission a proposé 25 fois aux États membres un texte visant à mieux protéger les abeilles des pesticides. La vérité, c'est que 40% des insectes ont disparu lors de la dernière décennie et que le taux de mortalité des abeilles atteint les 80% dans certaines régions de l'Union européenne. La vérité, c'est que l'agriculture intensive est le principal moteur de ce déclin et avec elle l'utilisation de pesticides à outrance. La vérité, c'est que les chefs d'État doivent en finir avec leur hypocrisie sur la question des pesticides et cesser de dérouler le tapis rouge aux multinationales de l'agrochimie. On a progressé au niveau communautaire, mais on a progressé dans la formulation des objectifs. C'est-à-dire qu'il y a eu une prise de conscience, enfin, qui s'est faite sur la question d'enjeux climatiques et que, effectivement, de façon assez claire et explicite, sont formalisés des objectifs précis. En matière de pesticides, par exemple, on nous dit voilà, il faut qu'en 2030, nous ayons réduit de 50% donc l'utilisation des pesticides. By 2030, so in less than 10 years' time, we aim to come to a situation where we have cut by half the use of pesticides in general, and specifically for the most hazardous pesticides, which can be replaced, we cut their use by half as well. We've also put in place new measures on organic farming, on having more landscape features, and so on. When we look at the role that the bees have in our agriculture, we have calculated that 15 billion euros are directly in European agricultural products deriving from the work of the bees. So we have to make sure that they are well protected and have an environment to thrive in. C'est la première fois qu'une Commission européenne reconnaît que les pesticides sont un problème, qu'ils sont un facteur de destruction de l'environnement, qu'ils posent un risque sur la santé humaine. Le Conseil européen, donc les États membres de l'Union européenne, ont accueilli de façon très frileuse cet objectif et il y a une lutte et un lobbying énorme de l'agro-industrie. Στην Ευρώπη, για να αποτρέψουν τις προσπάθειες για ρύθμιση, οι 4 αγροχημικοί γίγαντες χρησιμοποιούν στρατηγικές λόμπι. 11 εκατομμύρια ευρώ ξοδεύονται κάθε χρόνο για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους στις Βρυξέλλες. Κάθε πολυεθνική απασχολεί τους δικούς της λομπίστες, αλλά συνεργάζονται και με ενώσεις που ενεργούν για τα συμφέροντά τους. Si un industriel investit des millions d'euros donc, sur la recherche d'une molécule, lorsque la molécule est mise sur le marché il est mondial, quoi. C'est-à-dire que c'est des milliards d'euros qui sont en jeu.
Et que donc on est sur des enjeux économiques et financiers qui sont considérables, dont on a du mal, nous, en tant que simples citoyens, à mesurer l'impact. Donc, la place de l'argent et de la finance dans ces mécaniques-là n'est pas pour rien dans les désordres que nous avons pu constater. Vous savez, quand vous êtes l'industrie des pesticides, vous avez un problème, c'est que vous avez une assez mauvaise image. Parce que vous vendez des poisons pour gagner de l'argent. Et ça, c'est pas très populaire. La fierté professionnelle historique des agriculteurs, c'est de nous nourrir. Et c'est vrai. Les agriculteurs nous nourrissent. Eh bien, l'industrie des pesticides s'est approprié ça. S'est approprié ce discours-là. Et s'est approprié des éléments de communication visuelle et linguistique de ça. On va jouer à fond sur la communication du monde agricole lui-même, en fait. Alors que c'est pas la même chose. Vraiment pas. Les lobbyistes de l'agrochimie, ils ont leur propre cabinet d'avocats qui ont plusieurs portefeuilles et qui viennent et qui pénètrent la bête européenne par tous ses pores. Hein, voilà. Et après, il y a des regroupements. Il y a une association européenne qui regroupe les lobbyistes. C'est eux, si vous voulez, qui, à titre d'exemple, pour vous dire, hein, la veille d'un débat en plénière, je crois que c'est ça, sur le glyphosate, s'était permis de projeter sur les murs du Parlement et les murs de la Commission européenne, avec une vision, là, des grands slides de 10 mètres de haut, donc pour vanter les mérites du glyphosate. Une des grandes firmes qui détient ces néonicotinoïdes est même venue personnellement me rencontrer pour me proposer de faire une déclaration publique en échange d'un accord financier pour remettre en cause cette interdiction générale des néonicotinoïdes en me disant que effectivement c'était mauvais pour les abeilles, qu'il fallait l'interdire pour les grandes cultures, mais qu'il fallait demander quand même qu'on puisse continuer à l'utiliser sur d'autres cultures comme notamment l'arboriculture ou les cultures sous serre. Quand on parle de lobbying, il faut toujours différencier entre la phase technique et la phase politique du lobbying. Et le niveau technique, essentiellement, c'est la science qui détermine ça. Et ça, c'est le nerf de la guerre, et c'est beaucoup plus important. Je pense que l'essentiel des fonds et des efforts de lobbying de l'industrie passe avant tout là-dedans. Mais ça pose très, très rapidement et directement la question des politiques de recherche. Ce sont les privés, l'industrie, qui investit dans la recherche. Et le public s'est mis uniquement dans une position de contrôle, quoi. Tout ça ne me semble pas de bon augure pour garantir l'intégrité des résultats. Et on l'a vu, il y a des parts entières de rapports sur le glyphosate, puisque c'était l'étude entre autres que nous faisions, qui avaient été rédigées par l'agrochimie et l'agro-industrie. Quand un fabricant de pesticides veut obtenir une autorisation de mise sur le marché pour son pesticide en Europe, c'est lui qui fait faire les études et qui les transmet après, ici, à l'agence de réglementation pertinente. Donc évidemment, il ne va jamais envoyer un dossier disant que cette molécule est une horreur, qu'elle est très dangereuse, qu'il est à peu près impossible de l'utiliser dans des conditions acceptables. On va toujours se retrouver avec un dossier qui dit qu'en gros, tout va bien. Le problème qui est posé, c'est celui du décideur, finalement. Et le décideur, je le redis, c'est l'agrochimie et l'agro-industrie. C'est-à-dire, c'est eux qui ont pris la main sur le modèle depuis tellement longtemps qu'eux, ils n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait changement de modèle. Αυτό το σύστημα μας οδηγεί σταθερά σε έναν κόσμο χωρίς μέλισσες. Εταιρείες start-up, πολυεθνικές, πανεπιστήμια, ο καθένας έχει μια λύση αντικατάστασης για να εξασφαλιστεί η συνέχεια της επικονίασης. Ντρόουν επικονιαστής, φούσκα γύρις, κανόνι ψεκασμού. Ένας τεχνολογικός αγώνας δρόμου για να κατακτηθεί μια αγορά που εκτιμάται σε αρκετές εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. We are actually developing a mechanical pollination system, end-to-end system, starting from producing the pollen and ending it by dispersing it back to the trees. In order to do so, we're using machinery that allows us to shoot the pollen. We're not spraying it, we're shooting it into the canopy. We see a crisis in 15 years where we don't have enough insects in the world to actually do pollination,
and most of our vitamins and fruits are gone. The almonds industry in California is paying already above $400 million for beehives annually without having enough. So in terms of investing and getting back the return of investment, this is the market. Σήμερα όμως εξετάζονται και άλλες λύσεις. Μια ομάδα στο Χάρβαρντ αναπτύσσει τύπους μέλισσας ρομπότ. Έρευνα που αποσκοπεί σε σμήνη ρομπότ, τα οποία θα καθοδηγούνται με στατικό ηλεκτρισμό, ικανά να επικονιάζουν ολόκληρα χωράφια. Bien sûr, les grands groupes nous proposent aujourd'hui des solutions technologiques avec des robots abeilles qui ne seraient pas comme ça affectés par les pesticides. Mais encore une fois, les pesticides n'affectent pas les abeilles. C'est nous qu'il faut protéger et c'est la biodiversité dans laquelle on vit et avec laquelle on vit. Στα εργαστήρια της Νότιας Κορέας και στο Πανεπιστήμιο του Όστιν στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται ένα νέο πείραμα. Οι βιολόγοι προσπαθούν να δημιουργήσουν μέλισσες τροποποιημένες γενετικά. Là, en l'occurrence, ça serait modifier la génétique des abeilles, comme ça elles seraient plus résistantes aux insecticides, ce qui permettrait d'utiliser des insecticides et d'avoir le service de pollinisation. Je dis là, attention, on joue aux apprentis sorciers. On prend un risque qui est mal évalué, en tout cas, pour des intérêts économiques, alors que le risque, il est pris pour l'ensemble de la planète et de la population de la planète. Las abejas nunca van a poder ser reemplazadas por ningún otro medio. No sería igual una polinización por medio de drones, por medio de algún otro medio, que como lo hacen las abejas. Porque un dron nunca podrá coevolucionar con una planta, nunca podrá coevolucionar con una especie hermana. Entonces es nuestro trabajo y nuestro deber cuidar a las abejas y protegerlas. Η μέλισσα βρίσκεται σήμερα στα πρόθυρα της εξαφάνισης. Βλέπουμε ωστόσο μια συλλογική συνειδητοποίηση. Μελισσοκόμοι και αγρότες μαθαίνουν να συνεργάζονται. Στη Βολιβία, οι αγρότες δημιουργούν συλλογικά μελισσοκομεία για να επικονιάσουν τις καλλιέργειές τους, αποφεύγοντας τη χρήση φυτοφαρμάκων. Pensemos en forma plural, en forma colectiva. Ο αγώνας συνεχίζεται σε πολλά επίπεδα. Οι μελισσοκόμοι κινητοποιούνται και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Στην Ευρώπη, μια πρωτοβουλία πολιτών από 500.000 ανθρώπους απαιτεί την απόσυρση των συνθετικών φυτοφαρμάκων και την φιλική προς το περιβάλλον γεωργία. Από το Σαν Ραφαέλ της Λατινικής Αμερικής μέχρι το Μπαταμπάνγκ της Καμπότζης και τη Σεβέν στο νησί Γκρουά έχουν δημιουργηθεί θερμοκήπια γηγενών και ενδυμικών μελισσών. Στην Κολομβία η μελισσοκομεία αποτελεί πλέον μέρος της δωρεάν εκπαίδευσης για την επαγγελματική κατάρτιση. Στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζης είναι πλέον μάθημα που δίνει πτυχίο. Ευαισθητοποίηση, συμμετοχή, αλλαγή μοντέλου. Το 85% των εντόμων έχει εξαφανιστεί τα τελευταία 20 χρόνια. Υπάρχει ακόμα χρόνος να δράσουμε για να μπορούμε να ακούμε το βουητό των μελισσών.